Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 50 qui s'étale du 8 au 14 décembre 2025. On approche d'être à jour, on approche d'être à jour. Le plan n'a pas du tout fonctionné comme prévu. J'ai continué à me coucher à 23h30 pour pas me décaler et ne pas décéder pour la semaine de boulot qui arrive. J'ai continué à mettre mes réveils à 7h pour les mêmes raisons et que ça en plus ça me laisse de temps dans la journée pour faire moult choses. Je me suis rendormi et levé à 9h30 hier et à 10h30 ce matin. Ça a un petit peu raté. Et du coup, évidemment, hier, dans ma journée de 14h, je n'ai pas trouvé le temps d'enregistrer quoi que ce soit, bien évidemment. En même temps, j'ai passé un bon moment à l'escalade. Après ma séance qui m'avait déçu jeudi soir dans l'autre salle de la ville parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et que c'est l'autre salle de la ville en plus. J'en ai fait une avec pas mal de monde de mon groupe dans ma salle hier. J'y suis resté un petit temps. Ça m'a déjà pris bien 3h30, 4h sur mes 14 de libre. Ce qui fait déjà une belle différence avec aujourd'hui. Mais c'était trop bien. J'avais 2 nouveaux murs à découvrir, ça s'est très bien passé. J'ai pas essayé les blanches, donc le niveau le plus dur de la salle. Mais tout le reste, j'ai réussi en un essai, sauf une noire, donc l'avant-dernier niveau de difficulté, il m'a fallu 2 essais. Parce que j'avais mal lu et j'avais pas du tout la bonne méthode. C'est pas si pire. Mais bon, j'ai quand même réussi à continuer mes petites découvertes ce week-end. Juste 2 mangas, donc pas de séries, pas de films, pas de jeux vidéo, pas de trucs qui prennent un peu de temps et que je peux terminer un peu plus le week-end. Pour l'instant, après la journée n'est pas terminée. L'enregistrement de l'épisode est à jour. Je vais pas m'en occuper maintenant, mais quand j'aurai terminé le rattrapage et l'épisode 1, je pourrai faire paf l'épisode 2 montage et mise en ligne directement, ce qui va faire plaisir. Voilà, là ça me surcharge un peu de me tenir à jour sur les semaines actuelles et de rattraper mon retard, mais quand il y aura le bon rythme, j'aurai euh, la bonne méthode de travail et ça ira. Bref, aujourd'hui on va avoir 8 œuvres qui nous intéressent, 7 mangas de 6 séries différentes et un film. Plutôt équilibré, la moyenne, j'ai l'impression. On a un horrible, 2 mauvais, 2 moyens, 2 bons et un excellent. Je crois qu'on est pile équilibré sur moyen. Bravo à tous, je suis quelqu'un d'équilibré dans mes découvertes. Si ça pouvait être un peu plus du côté positif, ça serait pas de refus. Et ce qui est bien, c'est qu'on va terminer par les plus extrêmes. Le D et le S sont les deux derniers, donc on va pouvoir être un peu plus dans le suspense. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 30 de Blue Lock, qui met Zantetsu à l'honneur sur sa couverture alors qu'il n'apparaît pas une seconde dedans. Mais en même temps, bah, les personnages importants du volume ont déjà eu leur couverture, donc il fallait bien qu'il apparaisse à un moment ou à un autre. Le mec qui est bête et rapide, contrairement à Shigeri qui est bête et beau. Qui est rapide et beau, dommage de s'être raté là-dessus. C'est un volume qui est à 100% consacré à Kaiser. En même temps, c'est le dernier match qu'on verra de lui avant un bon moment. Parce qu'il a été là toute la Neo Egoist League, mais ne fait pas partie du Blue Lock. Donc on le reverra que plus tard pendant la Coupe du Monde. Donc bah faut bien le remettre à l'honneur, d'autant plus qu'il a perdu son duel précédent contre Izagi. Il a eu une vie horrible qui explique pourquoi il se sent aussi bien sur son petit trône actuellement. Ses parents étaient 2 stars bien différentes. La mère a continué et est partie très loin. Le père a tout perdu ses rêves de star et n'avait donc plus que de la haine pour son propre fils.
qui, le traitait comme une sous-merde et qui a pas aidé, Kaiser à se construire. Oui, c'est toujours un manga de foot, mais Kaiser a appris à récupérer du pouvoir ou de l'intérêt des autres seulement par, la violence dans sa petite réussite. Et une fois qu'il est, devenu, petit roi, qu'il a eu sa place, où tout le monde l'admirait, ben, il a arrêté de faire le moindre effort. Parce que son seul objectif, c'était de plus être une sous-merde. Mais une fois que c'était passé, bah, plus besoin de pousser plus loin vers l'avant. Tu faisais le minimum pour rester à ta place, voire même pas, ça suffisait une fois que tu avais ton image et il est donc prêt à abandonner tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il a, connu, afin d'atteindre un nouveau niveau et atteindre son nouvel objectif, qui est, le même qu'absolument tout le monde dans le manga à l'heure actuelle, faire tomber Izagi et sa confiance absolue. Donc il abandonne son propre style de jeu, il abandonne ses alliés, en même temps, vu le nombre et la qualité de ceux qui restaient, peut-être que c'était évident qu'il fallait faire ça, pour pouvoir, reprendre l'agnac, reprendre le terrain, contrôler le jeu des autres et améliorer le sien. Donc il se sert un peu de la psychologie des autres joueurs qui sont un peu moins embrigadés par Izagi, et la psychologie même de l'équipe qu'il a quand même eu le temps d'analyser, parce que c'est pas la moitié d'un con, même s'il fait plus d'efforts, pour créer sa propre situation de tir idéale. On a, Kiora, qui est censé être important dans ce volume-là, mais qui, au final, a juste besoin de choisir entre les 2 monstres, lequel il souhaite soutenir, faire évoluer et pencher la balance de l'équipe. Et ce qui fait que dans ce volume-là, le, PXG, leur adversaire, est complètement dépassé. Le, flashback est donc assez étrange, parce qu'on est assez loin du foot et alors c'est des choses et des constructions qui peuvent arriver pour expliquer ta psychologie autour de ton sport actuel, mais là, c'est quand même bien étrange. C'est un chouille longué comme volume, parce qu'on est vraiment que sur Kaiser, et le seul personnage autre des 2 équipes à faire un choix, c'est Kiora, mais ça dure 1 seconde. Mais c'est tellement devenu à nouveau une superstar à la fin du volume, ça fait trop plaisir. Je suis pas un grand fan de Kaiser, mais faut avouer, putain, qu'il est impressionnant. C'est un A. Ensuite, j'ai lu le volume 19 de Fortnite of the Apocalypse. The Four Nights of the Apocalypse, plutôt, ce sera mieux. Faut que j'arrête de faire ceci à chaque fois. On est toujours au début de la deuxième partie, où le but est de rassembler à nouveau les Four Knights, ainsi que leurs quelques alliés que chacun possède. Parce que l'équipe a été bien décimée en fin de partie 1, comme l'auteur aime bien faire, parce qu'on a retrouvé ça après le volume 32 dans Seven Deadly Sins. Non, 32 c'est la guerre. Le deuxième tournoi de Wesel, je sais plus quand il se termine. Attends, je vais vérifier, ça m'amuse de voir comment joue mon cerveau. Mon cerveau fonctionne donc dans l'à peu près. C'était bien 2, mais c'était 10 volumes plus tôt. Ce qui fait que finalement, on est assez proche niveau timing que dans Fortnite. Quoique ça fait quand même 2-3 volumes là dans Fortnite, donc on a un chouï d'avance. Bref, dans ce volume-là, on découvre le frère d'Arthur Pendragon, qui est donc le grand méchant de la série. Arthur, pas son frère. Il explique sa relation à celui-ci, qui est vraiment dans la jalousie, parce qu'à la base, c'est lui le grand frère, et qui a perdu pas mal de privilèges petit à petit. Mais en même temps, il est sacrément fan, parce que Arthur est quelqu'un de sacrément sympathique et charismatique. C'est moins ce qu'on ressent dans cette série-là, mais c'est bien ce qu'on avait dans Seven Deadly Sins. Les personnages croisent également un forgeron de fou, dont on nous avait parlé plusieurs fois dans Seven Deadly Sins. Mais ni l'auteur ni les personnages n'en font quoi que ce soit, donc ça n'a pas grand intérêt, c'est de faire « Hey, j'ai la ref !» Donc ça n'a pas d'intérêt du tout en fait.
nos personnages, retrouvent Tantris, qui est une identité secrète très bien cachée. Alors, dans les allées qu'ils recherchent, il y reste Lancelot et Tristan. Est-ce que ce Tantris pourrait être l'un des deux? Tantris, Lancelot, Tantris, Tristan. Peut-être qu'il y a un lien. Ça me fait rire, ce genre d'identité secrète à la mort moelle-nœud. Il n'a plus de souvenirs, évidemment. Ils aiment bien faire ça dans Seven Deadly Sins. La dernière fois c'était pour Diane, là ça sera donc pour Tantris. Le problème, c'est celui-ci est accompagné par une fausse Isolde. Il ne fait confiance qu'à lui, ce qui est compliqué pour lui parler ou pour l'amener sur le droit chemin. Ses autres alliés expliquent ce qui s'est passé pendant le time skip. Et c'était très triste, le passage avec le faux Jade qu'ils ont essayé de recréer dans le monde d'Arthur pour retrouver leur groupe au complet. Mais bah, ça reste un Jade basé sur les souvenirs et qui peut pas bouger. C'est dur à vivre pour tout le monde. Ils ont fui ça. Et d'ailleurs, ça s'est mal passé pour le groupe entier. Et ça montre que, franchement, les terres et les objectifs de Arthur sont pas forcément des bonnes choses pour tout le monde. Et derrière, évidemment, on part sur un arc tournoi, le 3e des 2 séries, le premier de celle-ci, mais ça commence à faire beaucoup. Les qualifications sont super osef. T'as tout le monde dans une grosse arène au début, ça s'arrête quand ils sont plus que 16, mais bah, y a des combats dans tous les sens et ça raconte pas grand-chose. On a le top 16 qui apparaît, avec au moins 10 personnages qui sont déjà bien connus. Parce qu'on a Perceval et ses 3 potes. On a Tristan et ses 2 potes. On a Hauser. Il m'en manque 2 comme ça de mémoire, mais qu'on connaît aussi. Et encore, il y a des personnages à l'identité mystère dans les 6 autres. Forcément des gens qu'on connaît là-dedans, parce que sinon ça sert à rien d'être mystérieux. Peut-être que ça va faire trop d'anciens personnages, on sait pas. Et surtout, 15 combats, ça va être bien long. Ça commence directement par un combat pour Percival. Il est contre un mec qui veut vraiment pas être son ami, veut pas discuter avec lui, qui est juste méchant pour être méchant. Et le twist, c'est qu'en fait, ils sont 2 dans le combat contre lui. Pour l'instant, volume très osef. Il va peut-être falloir se calmer sur les tournois et sur les anciens personnages qui reviennent en boucle. C'est les personnages sans souvenir. C'est trop de trucs qu'on a déjà vus, qui marchent pas bien, qui lancent pas très bien d'intrigue. C'est pas le tome qui m'a le plus convaincu, alors que j'aime bien le travail de Suzuki en règle générale. Ensuite, j'ai lu le 22e tome de The Heroic Legend of Arslan. Le rythme de parution n'est pas très poussé, j'ai l'impression que ça fait environ 4 siècles que je n'ai pas lu de volume de cette série. D'autant plus que j'en ai enchaîné pas mal quand j'ai récupéré la série en occasion, il me semble. Sinon, je vois pas pourquoi je n'ai eu autant d'un coup à rattraper. Sur le volume précédent, on avait dû avoir un duel au moins d'idées, mais il me semble aussi à l'épée, entre Arslan et son père Andragoras. Celui-ci se fait bien défoncer la tronche par tout le monde, hein. Son fils, l'autre roi, mais résiste encore, et toujours là, c'est un roi sacrément vaillant, on peut pas lui retirer ça. Mais sa femme finit par arriver pour le finir, pour pouvoir enfin se libérer de celui-ci. Et même si c'est dur, ben l'histoire ne retiendra pas ça, mais plutôt un double kill des rois entre eux, ce qui permettra, d'une mauvaise façon je trouve, d'apporter la fin des guerres. Ça marche bien, et c'est une très bonne fin pour le manga. À moins qu'on nous ait teasé des sorciers, des rois serpents, des trucs d'un autre temps hyper dangereux, et qu'ils arrivent maintenant que tous les humains restants sont plutôt alliés,
et on finit leur guerre intestine. Le timing est plutôt bon pour les humains, pour nous, un peu moins. Ça aurait pu attendre la fin du manga, par exemple. Parce que, le roi serpent se ramène avec des démons singes qu'on nous avait teasés avec, ces différentes, gravures. Ça marche bien pour occuper, le petit peuple inconnu et certains soldats un peu moins badass que les principaux. Mais, surtout, le roi serpent se ramène avec plusieurs anciens héros morts au, combat, dont une majorité dans le volume 1 et dont je n'avais bien sûr aucun souvenir d'aucun d'entre eux. Alors s'ils sont que dans le volume 1, le principe c'est de les faire vivre maintenant, mais même maintenant, c'est pas très intéressant je trouve. Et à partir du lancement de l'attaque, je trouve que le volume est un immense bordel, parce qu'il faut se souvenir des persos, autant, des côtés ennemis avec le retour d'anciens personnages. On n'est pas censé trop les connaître, mais c'est perturbant parce que ça ressemble quand même à une écriture de personnages qu'on est censé connaître. Et même côté héros, j'ai plus spécialement tout le monde en tête, leurs actions et tout ça. Ça se bat de partout, ça se bat contre des ombres qui sont mobiles et réparatrices, mais qui au bout d'un moment finissent par mourir. C'est pas les plus intéressants des combats qu'on peut avoir. L'élément que je retiens du volume et que j'ai bien aimé, c'est les Lusitaniens, qui est donc le peuple qui se faisait un peu maltraiter par le peuple principal du pays d'Arslan, et Estelle, qui les sauvé plus tôt, qui sont les seuls à vouloir se battre, à s'allier de circonstances, à faire avancer les choses. Ça marche bien. C'est des vrais héros, c'est cool à voir. On a des pertes, des bras, par-ci par-là. Personne de vraiment mort, je crois, mais des pertes, au moins de petits bouts physiques. Malheureusement, il me manque beaucoup trop de choses pour kiffer. Mais c'est sûr que Arslan, en enchaînant, ça doit être plutôt très bien. Je pense que c'est comme Fullmetal Alchemist, tu vois, il se passe des trucs de zinzin à chaque volume, mais si ton volume, tu le lis une fois tous les ans, tu vas quand même moins kiffer qu'en enchaînant, en ayant tout en tête, parce que l'autrice aime bien faire des séries ou au long cours, où les arcs ne sont vraiment pas séparés, et les arcs des personnages vont du tome 1 au dernier tome, et il faut tout enchaîner pour pouvoir bien tout suivre. Des séries assez longues, mais pas très découpées dans l'ensemble. Donc un B. Ensuite, j'ai lu le 22e volume de Todag, Tales of Demons and Gods. Ça commence à m'embêter un chouille. Du tome 22 au 28, je ne vais pas beaucoup m'amuser. Avant, c'était irrégulier, mais il y avait des bons passages. Là, ça va vachement moins être le cas. Pendant son entraînement, loin de son village, il se fait attaquer par des brigands. Bon, bah, comme c'est des brigands de voyage, il les défonce, extrêmement, facilement. Et alors qu'il s'est juste, défendu très facilement face à des brigands de passage, il récupère en récompense un chemin tout tracé et facile à son objectif. Peut-être que c'était pas nécessaire de lui offrir autant de cadeaux pour si peu d'efforts. Il va donc dans une source noire qu'il sait ouvrir facilement et tombe littéralement sur une déesse du feu. On apprend quelque chose d'intéressant. Cette déesse est en fait une humaine qui a étudié extrêmement longtemps l'essence du feu, jusqu'à en apprendre les moindres de ses arcanes, et plus ou moins fusionner avec afin de devenir une déesse de cet élément. Apprend l'existence de cette capacité, de cette analyse de pouvoir, et arrive directement à maîtriser deux essences contradictoires. Et c'est déjà lui qui aide la déesse. Peut-être que c'est un petit peu abusé sur la capacité de Nili. Putain! Non mais qu'il ait de l'avance sur les trucs qu'il ait connus dans sa boucle précédente, d'accord! Mais qu'il devienne monstrueux en une seconde sur les trucs qu'il découvre maintenant. C'est complètement con. Il a déjà une avance de dingue par ses boucles. Il faudrait qu'il ait des difficultés pour avoir le temps d'apprendre et que ça soit intéressant ce qu'il a pas connu et ce qu'il peut connaître parce qu'il a de l'avance. C'est stupide de faire comme ça n'a aucun intérêt. Et c'est déjà la fin du volume en plus. Qu'est-ce que c'est que cette construction de merde? Et je comprends pas.
On a extrêmement peu de personnages dans cet arc. Là, dans le volume là, on a Nili, la déesse, et un mini groupe de brigands qu'on voit plus au bout de quelques 4 secondes. Et il y en a aucun d'eux qui est poussé. Nili est inintéressant, lisse et vide. Je ne comprends pas ce manga. En format manga tout du moins. Je maintiens que en lisant un petit chapitre par semaine, en scrollant sur ton téléphone tranquille, sans être à fond dedans, bah ça passe bien. Mais à lire par volume d'un coup, chaque volume passe bien, donc le volume passe bien, mais il est extrêmement vide. Ensuite, j'ai lu le volume 23 de Todag, Tales of Demons and Gods. C'est la même qualité, on va pas se le cacher, parce qu'il arrive à libérer la déesse, très facilement, alors qu'elle est enfermée là depuis belle lurette, qu'elle ne pouvait rien faire et que personne ne pouvait la rejoindre. Mais il arrive à lui créer un corps pour qu'elle puisse sortir et à créer une fausse lueur d'elle dans la grotte pour que ceux qui veulent l'atteindre, ben, perdent du temps. Encore une fois, peut-être qu'il est un peu trop abusé, Nili. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Derrière, ils rentrent tous les deux dans le monde souterrain. Je ne sais plus si on en avait parlé jusqu'ici, je ne me souviens plus. Mais là encore, ils sont choqués qu'il y ait des survivants à l'extérieur, et Nili est choquée qu'il y ait des survivants à l'intérieur. Les groupes humains dans ce manga se sont fait apparemment déchiqueter la gueule, sont séparés partout, et pensaient tous être uniques et trop forts? C'est ça le principe? Mais Nili, qui est vraiment le plus fort des plus forts pour de vrai, va rassembler tout le monde juste en leur parlant, afin d'avoir une défense gigantesque pour se protéger de 100 000 monstres. L'objectif global est pas si mal. Il apprend que dans les souterrains, les inscriptions, savoir les lire, les écrire, les utiliser, c'est extrêmement recherché par la famille du Jade, qui a un gros pouvoir dans les souterrains. Comme il a un niveau zinzin, il fait des trucs minuscules en inscription, mais c'est exceptionnel pour tout le monde. Et bah, ça lui apporte pas grand-chose, hein. Il a juste du coup, une bonne dose de pouvoir, dans les souterrains et de quoi retourner, l'échelle de pouvoir dans les souterrains. Et en partant pour rentrer chez lui, il tombe évidemment sur le grand-père de sa femme. C'est cool, il y a une, alchimie entre eux bien différente, d'avec le père de sa femme. Ça va lui faire un allié gargantuesque en plus. Parce qu'il adore être allié avec des anciens qui ont un pouvoir de zinzin. Voilà, mais c'est abusé. Pendant tout son voyage, il fait, qu'aider les humains dans tous les sens en 1 seconde sans faire le moindre effort et en ayant des récompenses gargantuesques derrière. On a compris le principe, ça se lit bien, mais c'est super fade. Et c'est là, du coup, que je suis embêté à acheter les séries à l'infini sans abandonner jamais. C'est pas très malin quand j'en suis à ce niveau-là d'inintérêt. Ensuite, j'ai découvert Zootopie 2 en famille. Je n'avais absolument, pas besoin du film, mais il est plutôt cool, quand même. Ma préférence ira tout de même du côté des bad guys. Comparaison est pour moi évidente à faire. Les 2, c'est des films avec des animaux anthropomorphes. Les 2, c'est sur la relation entre les membres de l'équipe. Les 2, c'est du policier, côté, policier ou côté, voleur, et les 2 sont vraiment sacrément rythmés. Par exemple, là, pour Zootopie 2, je me suis fait la remarque pendant toute l'introduction du film: «Ouh là, ça enchaîne vite, c'est très rythmé, c'est même un peu trop, c'est presque désagréable», et il a fallu attendre une scène de discussion dans le bateau, donc c'est assez longtemps après, pour que je me dise: «Ah! Là, il y a un peu de calme là, c'est agréable. Ah, ça fait du bien.» Et en plus de ça, alors je n'ai pas beaucoup vu Zootopie, ça fait un moment, donc je pense à sa sortie, peut-être une fois de plus après, mais pas plus. Et j'ai l'impression que les personnages de notre duo ont fait un léger retour en arrière dans leurs relations ou dans leurs propres émotions.
afin, de créer à nouveau du conflit, entre eux. Alors peut-être que je me trompe, que c'est, nuancé, que ça c'est une évolution différente, mais comme ça, sans souvenir parfait, j'ai surtout l'impression d'un retour en arrière pour pouvoir forcer une difficulté et une lenteur entre eux. L'enquête globale est plutôt sympa, elle marche bien, même si les retournements sont plutôt courus d'avance. La trahison à la fin, on est, nombreux à l'avoir vu venir en avance. Moi, c'est à l'apparition du personnage. Peut-être que c'est un poil trop longtemps en avance, d'autant plus qu'il met super longtemps à se dévoiler ce personnage. Mais c'est pas parce que c'est couru d'avance que ce qui se passe avant ou après est spécialement mauvais. Et le propos est très cool. Les puissants écrivent l'histoire, se servent de la peur que peuvent faire ressentir les faibles pour, trouver un coupable évident pour leurs propres erreurs et en profiter pour prendre de la place, exterminer des peuples. Ça marche bien, c'est à propos, c'est dur à voir, c'est cool. J'aime bien l'idée globale du duo, malgré cette impression de retour en arrière, parce qu'ils finissent par se perdre et s'éloigner l'un de l'autre, parce qu'ils avaient tous les 2 super peur de se perdre et de s'éloigner l'un de l'autre. Ça marche bien. Le film est, bien fun, j'ai dû souffler du nez, quelques fois. C'est, très coloré, on a pas mal d'environnements différents. La ville, une zone un peu plus marécageuse, une zone un peu plus de montagne, une zone enneigée et rythmée, ça évidemment, limite un défaut tellement ça l'est. C'est un très bon moment familial, il y a des bonnes refs qui sont calées, soit de manière, discrète et rapide comme Ratatouille, soit de manière, gargantuesque comme Shining. Mais ouais, belle évolution du propos, hein, sur, le racisme et son utilisation. Belle, ouverture de l'univers, avec, des animaux territoriaux qui continuent à l'être, même malgré, Zootopie et avec, des animaux qui se sont fait bien bouffer par les autres et doivent juste se cacher. Parce qu'ils sont trop bizarres et donc ils font peur ou quoi? Pas de politique dans mon film par contre, hein, Non, ça marche bien, c'était bien. Sans doute, encore une fois, un Disney pas mémorable, mais un bon film. Ensuite, j'ai lu le 10e et dernier volume de, Shaman King: The, Superstar. Le précédent n'était déjà pas bon pour moi, parce que ça faisait trop longtemps, que c'était trop chargé et que je n'étais plus dedans depuis un bon moment. Et là, c'est exactement le même problème, auquel s'en ajoute, un nouveau, nous faire encore une fin, de, manga et teaser une troisième partie pas prévue. Parce qu'on avait déjà eu Shaman King Flowers, qui a été arrêté au bout de 6 tomes. Là, on a Superstar qui est arrêté au bout de 10 tomes. Et ces 2 parties ne sont que l'introduction de la prochaine qui est prévue et que je n'ai aucune envie de suivre. J'aimais bien Shaman King, que j'ai lu qu'une fois avec la Star Edition, sauf la Shaman Edition connaissant les éditeurs. Et là, les 2 parties suivantes, elles m'ont bien saoulé. Alors, c'est sans doute, encore une fois, pas aidé par le rythme de, parution, mais je pense que même de base, ça reste une sacrée galère pas très intéressante. On a 1500 personnages différents au grand minimum, avec chacun des plans différents, alors qu'ils sont au sein de la même équipe. Peut-être qu'il y a moyen de simplifier un peu tout ça. La seule évolution du volume, c'est Anna, notre personnage principal, prend plutôt bien finalement que ses parents fassent absolument n'importe quoi en s'alliant avec des méchants et qui croit suffisamment en lui pour devenir sa propre Néo-Trans, qui est l'évolution de pouvoir qu'il y a actuellement dans le manga. Ce qui me semble absolument, pété et ne faire aucun sens. Mais en même temps, les équipes, sont prêtes à la fin de la série pour lancer la suivante. Yes! Ah ça c'est une bonne fin de série ça.
Mais je m'en fous parce que je ne connais aucun des personnages et je ne comprends aucun d'entre eux. Pourquoi ils se battent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont amis? Quels sont leurs objectifs? Je n'ai rien du tout. Et en plus de ça, je peux même pas admirer ce qui se passe parce que les combats ne sont ni beaux, ni clairs. J'ai rien à dire de positif et j'ai même rien à dire du tout. Là, pour le coup, le fait que ce soit une fin de série, même si du coup ça l'est pas du tout, au niveau de l'histoire, ça va peut-être m'aider à abandonner en chemin. Parce que là, c'est un vilain dé et c'est vraiment pas le premier qui se tape la série. Ensuite et enfin, j'ai lu Yomotsu Aiguille, le fruit de l'enfer, des enfers, pardon. Nouveau manga de Masazumi Kakizaki. Je connais et j'aime beaucoup grâce à Bestiarius et à Hideout. Je sais que le manga qui lui fait le plus honneur, c'est Rainbow. Je ne l'ai jamais lu malheureusement. J'espère pouvoir me le faire un jour, ça a l'air d'être trop bien. Mais quand un nouveau manga de cet auteur sort, je ne peux pas passer à côté. Et ici, nous avons donc un énorme volume one-shot, parce que là-bas, c'était 3 volumes. Donc ça faisait assez peur. Le volume est bien lourd, il est bien dense, mais il se lit étonnamment bien. Et réussir à rythmer 3 volumes à enchaîner d'affilée, c'est quand même zinzin. C'est une grosse surprise pour ce manga-là, pas pour l'auteur. Extrêmement banger. Parce que on a un très bon rythme d'explication de cet univers où des personnages peuvent devenir immortels en mangeant un certain fruit, mais ça leur donne des pouvoirs de transformation en créatures de l'univers de Lovecraft, plus ou moins. Et toute cette intrigue de science-fiction est à 100% portée par 3 adelphes, donc 3 frères et sœurs, hop, petit moment vocabulaire, qui voulaient un peu tous protéger les uns les autres pour laisser les autres tranquilles avec ses malédictions et ses problèmes. Mais évidemment, quand on fait ça de manière cachée, sans ne rien expliquer et sans demander le moindre avis, ça crée des difficultés, des poursuites, des incompréhensions et des duels qui peuvent durer sur des générations et des générations. Tous les personnages sont plutôt bien construits. Les personnages principaux, les adversaires, que ce soit seuls ou en équipe, c'est très intéressant de confronter comme ça l'héroïsme et l'idéologie constamment. Parce que oui, les méchants, ça peut être des sales tueurs-violeurs comme le premier qui est absolument immonde et crée de sacrées scènes. Mais les méchants, ça peut aussi être de simples gamins qui n'ont connu toute leur vie qu'une vague d'amour et d'amitié par une personne qui s'est attachée à eux dans leur enfance et qui s'approche de la mort maintenant. Et ça peut être magnifique, ce chapitre et ces personnages. Je les ai tellement adorés, putain, ils sont trop mignons. On a le droit à un très beau tour de l'esprit humain, porté principalement par le personnage principal, qui a beaucoup de regrets dans ses actions, parce qu'il a été beaucoup porté par la colère, mais ces colères finalement étaient justifiées à payer, a fini par se transformer en héroïsme et en idéologie, à vouloir sauver tout le monde, mais parfois on peut pas, faut faire des choix difficiles, c'est déchirant. Parfois, en plus de devoir s'en occuper soi-même, on doit juste ne rien faire, ce qui est peut-être limite encore pire. Et à la fin, il est prêt à faire le pont entre tout le monde en se laissant derrière pour pouvoir arrêter tout ce cycle. Ça marche trop bien. J'aime beaucoup que toute la partie finale se fasse plus dans la compréhension et dans les légers sacrifices que dans les grosses bastons comme on avait au début. Il n'y a vraiment aucun point que j'ai trouvé négatif. La construction globale, qui était prévue sur 3 volumes, avec d'abord un groupe très antagoniste, très violent, puis un truc de pure compréhension sans aucun combat, puis un juste milieu final entre les deux, après avoir bien fait évoluer les personnages. J'ai rien à redire, c'est excellent, c'est mémorable. Un gros S évident.
Et yop là, un nouvel enregistrement de terminé. Plus que les semaines 51, 52 et 1 pour être à jour. Normalement, on sera à jour très bientôt, ça fait plaisir. Et sans doute un petit épisode spécial sur 2025 pour parler un chouille de l'année, pour refaire un tour rapidement sur les bangers et les échecs de l'année. Ça va être sympathique, je pense. Ça sera en retard, mais ça sera sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. À vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu également. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, 15 h au maximum. Peut-être avant, en fonction de mon rythme de travail, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt!